Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de physiologie cardiovasculaire, comme vous l'avez vu. Et cette première vidéo va traiter voilà, d'un certain nombre de choses et notamment des généralités sur cette physiologie pour vous donner des connaissances assez générales et puis également par la suite comprendre le contenu qui va arriver et des notions un petit peu plus complexes. En termes d'organisation de cette vidéo, ça va être assez simple. On va voir les généralités tout d'abord avec le système cardiovasculaire, ses différentes fonctions, ses différentes composantes. Ensuite, on verra l'anatomie du cœur qui va nous occuper un certain temps. Bien maîtriser l'anatomie du cœur, ça permet de comprendre un certain nombre de choses, et notamment la physiologie. Et puis on verra de façon assez générale également la circulation sanguine. Avant d'aborder vraiment le système cardiovasculaire en détail, et on va d'abord voir un petit peu comment est-ce qu'il s'est mis en place de façon assez rapide au niveau de l'évolution. Et donc on va voir un petit peu l'évolution de la vie et justement la mise en place de ce système cardiovasculaire. Alors il faut savoir que au tout début, si on veut bien, de la vie, on a des organismes qui sont unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule, et ils vivent très bien comme ça dans leur milieu et sont totalement indépendants. Ensuite, avec l'évolution de la vie notamment, on va avoir un regroupement de ces différentes cellules et ça va nous amener à des organismes qu'on va appeler des organismes multicellulaires. Donc on a bien un regroupement de nos différentes cellules, ce qui forme un organisme multicellulaire grâce à un regroupement en colonies. Donc ensuite, on va donc avoir l'environnement qui va être à l'extérieur, si on veut bien, de ces cellules. On va également avoir la couche externe, donc les couches de cellules qui vont vraiment être situées à l'interface avec l'environnement. Et on va avoir l'intérieur de l'organisme multicellulaire. Donc ce qui se passe en temps normal, c'est qu'on va avoir une diffusion d'oxygène et de nutriments de l'environnement vers les couches externes, les cellules qui sont exposées à cet environnement pour apporter un certain nombre d'éléments, tels que l'oxygène et les nutriments. Mais on va avoir un petit problème en fait quand on va avoir un organisme multicellulaire, c'est que les cellules qui sont situées plus loin que la couche externe, c'est-à-dire qui vont être situées à l'intérieur de l'organisme, si on veut bien, ne vont pas pouvoir avoir une diffusion en oxygène et en nutriments suffisante. Et donc, ça ne va pas permettre, si on veut bien, en fait, le développement d'une vie plus organisée et plus complexe. Donc, on a bien une incompatibilité avec le développement. Et c'est pour cela que l'on a notamment l'apparition du système cardiovasculaire, où on voit ici l'apparition d'un vaisseau sanguin qui apporte un certain nombre d'éléments, on va le voir. Et, encore une fois, une diffusion d'oxygène et de nutriments qui permet à ces cellules de pouvoir être bien alimentées et permettre le développement de l'organisme multicellulaire. Et c'est pour ça que le système cardiovasculaire en fait est apparu au cours de l'évolution. C'est pour permettre, si on veut bien, le développement des cellules qui n'étaient plus en contact avec l'environnement direct, qui composaient la couche externe. Et donc ça permet d'alimenter ces cellules. On va maintenant voir le grand principe de fonctionnement de ce système et on va faire une petite distinction, première distinction, entre ce qu'on appelle les organismes simples et des organismes sophistiqués. Alors l'organisme sophistiqué, c'est par exemple le cas de l'homme, bien sûr, et puis on a l'organisme simple, on peut prendre comme l'image l'illustre l'exemple de la fourmi. Alors l'organisme simple, en fait, c'est pas très compliqué à retenir. En fait, le flux liquidien, le déplacement, si on veut bien, si on peut appeler ça le déplacement du sang, va être généré par la contraction musculaire du déplacement de l'animal, uniquement. Voilà pour les organismes simples, donc il n'y a pas vraiment de système circulatoire chez ces organismes. Donc on ne va pas s'intéresser particulièrement à eux, mais on va vraiment se concentrer plutôt sur les organismes sophistiqués. Et ces organismes sophistiqués, ils possèdent un système cardiovasculaire, bien sûr, notamment un cœur. Ce cœur, c'est tout simplement le rôle d'une pompe, on va le revoir juste après, mais donc c'est une pompe musculaire spécifique qui va permettre
Tout simplement la mise en pression des fluides, notamment le sang. Et donc, c'est un système qui est bien plus performant en termes d'évolution, et on a un organisme qui est sophistiqué, donc qui est quand même un peu plus évolué que par exemple une fourmi. Et c'est un système qui est en circuit fermé, défini, notamment par les différents vaisseaux, on y reviendra, mais ce système cardiovasculaire est bien fermé chez l'homme. Il est dit aussi monodirectionnel, il va que dans un seul sens. Le sang se déplace des artères vers les capillaires puis les veines. Donc on a bien un seul sens de direction du sang, notamment pour éviter les mélanges entre le sang oxygéné et désoxygéné. On y reviendra. Et on a également une diffusion systémique, c'est-à-dire qui va être dans l'organisme entier. On va donc zoomer un petit peu sur ce système cardiovasculaire avec ses différentes composantes. Alors, qu'est-ce qui va composer ce système cardiovasculaire? Tout d'abord, ça va être les vaisseaux. Alors, on a effectivement un vaisseau sanguin, et puis l'analogie avec, si on veut bien, un objet un petit peu de la vie quotidienne, pour illustrer un petit peu tout cela. Alors, les vaisseaux, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la voie de communication. C'est également un élément qui va être rempli de liquide. On va le voir juste après. Et bien sûr, il est connecté à une pompe, comme le tuyau qu'on voit ici. Il en existe 3 types, mais je pense que vous connaissez un petit peu ces vaisseaux. Il y a les artères, les veines et les capillaires. Voilà pour les vaisseaux. Ensuite, la deuxième composante, ça va être le sang. Donc ce liquide, ce fluide, c'est ce qu'on appelle le sang. Et donc, c'est tout simplement le milieu dans lequel on va transporter de nombreux éléments, des gaz, certaines cellules, certains éléments également qui vont être dissous dans le sang. Et le troisième élément qui compose le système cardiovasculaire, c'est le cœur. Et comme on l'a dit, on peut faire l'analogie avec une pompe. Donc ce cœur, il ne s'arrête jamais, bien entendu. Sinon, on est mort, tout simplement. Il est également spécifique des mammifères. Voilà, c'est ce qui permet de reconnaître un mammifère. Et bien entendu, il est extrêmement performant. C'est une pompe performante. Et il y a quelques chiffres que j'ai mentionnés et voilà, qui vous donnent une idée un petit peu de son importance et que cela génère bien sûr un flux important de sang. Et ces différentes composantes assemblées, c'est quoi l'objectif final? Bien, c'est de générer un débit suffisant aux différents éléments de l'organisme, quelles que soient les contraintes extérieures, bien entendu. Et donc voilà, il faut que on perfuse les organes et également en retour, il y a une élimination des déchets notamment. Et on va voir en fait les 4 grands rôles de transport, notamment du sang. Alors, le premier, et c'est celui qu'on connaît le plus, le sang va avoir pour rôle, et puis le système cardiovasculaire, le transport de l'oxygène et notamment également des nutriments. Et l'objectif, c'est de le distribuer dans tous les tissus et on va avoir également l'apparition de ce qu'on appelle un débit tissulaire, c'est-à-dire le volume sanguin qui va être distribué par unité de temps et par gramme de tissu. Il y a également l'unité qui est mentionnée. Et en termes d'origine, l'oxygène provient des poumons et les nutriments, ça provient des substances qui sont notamment absorbées à partir du tube digestif. Le deuxième grand rôle, je l'ai également dit, c'est le retour des déchets et l'élimination de ces déchets de l'organisme pour qu'il n'y ait pas de perturbations liées à ces déchets. Et il y a donc le CO2 qui va être, qu'on appelle également gaz carbonique, qui va être expiré au niveau des
poumons, et puis les produits du métabolisme également, qui eux vont être éliminés par voie rénale, principalement. Ensuite, il y a également la thermorégulation, qui est un point très important du système cardiovasculaire, c'est-à-dire le maintien d'une température physiologique, une variable interne de 37 degrés Celsius, quelles que soient les températures extérieures, pour ce qu'on appelle les organismes à sang chaud. Voilà, donc la thermorégulation, c'est-à-dire la régulation de la température aux alentours de 37 degrés Celsius. Et puis également une fonction fondamentale pour le maintien de la vie aussi, c'est que c'est également un vecteur de transmission de messagers, et voilà, ça permet de distribuer des agents qui vont contrôler les activités tissulaires, et on pense bien sûr aux hormones qui sont transportées par le sang. Donc voilà, ce sont des messagers chimiques, et puis il y a également des transmetteurs gazeux. On peut penser au monoxyde d'azote, qui est un puissant vasodilatateur. Maintenant, on va s'intéresser à l'anatomie du cœur. Alors tout d'abord, on va voir sa position dans le thorax, qui permet de bien situer le cœur dans l'organisme. Et on va tout d'abord commencer par voir ce petit schéma, et notamment cette première vue ici, qui nous montre la position du cœur, bien sûr dans le thorax, et qui est, comme on peut le voir ici, juste derrière votre sternum au centre, et également derrière les côtes. Alors, il faut savoir que le cœur est situé dans ce qu'on appelle le médiastin, donc une région anatomique. Et qu'est-ce que le médiastin? Eh bien, le médiastin, c'est tout simplement une région, en fait, qui est située entre vos deux poumons, le poumon droit et le poumon gauche, entre, si on est plus précis, entre les deux plèvres, les deux parois qui entourent les poumons. On reparlera de ça dans la vidéo concernée, et également entouré par le diaphragme, bien sûr, sur lequel est posé le cœur. Et sur cette vue ici axiale, où on a coupé tout simplement, on va dire, le buste comme ceci, eh bien, on peut voir qu'en avant, on a bien le sternum, et en arrière, situé ici, en postérieur, on a bien sûr les gros vaisseaux qui sont ici et qui replongent derrière le cœur, mais surtout, on a également les vertèbres. On dit qu'il est dans le médiastin moyen, c'est-à-dire qu'il est, on va dire, au milieu. Et juste ici, il est au milieu, il est entouré par votre sternum et votre vertèbre, et il est dit dans le médiastin inférieur parce que il est vraiment dans la partie inférieure de, si on veut bien, cette région, et le médiastin supérieur est occupé par les gros vaisseaux issus du cœur, notamment les veines caves, l'aorte, et puis ici on a les artères pulmonaires qui vont en direction des poumons. En termes de taille, le cœur fait, bien, la taille du poing, ce qui représente environ 300 grammes. Ensuite, en termes d'orientation, un point qu'il faut bien connaître. Alors, au niveau du cœur, on va décrire déjà deux éléments, c'est-à-dire, premièrement, la base. La base, on va y revenir juste après sur un petit schéma, mais c'est tout simplement une partie qui est située derrière ici, donc on ne peut pas vraiment la voir sur ce schéma, et elle est centrale, et bien sûr, elle est en arrière, donc on va y revenir juste après. Mais on peut bien sûr placer une petite région ici qu'on appelle l'apex du cœur, c'est sur bien la pointe de votre cœur, il y a une certaine forme, et ici vous avez une petite pointe, et cet apex a une orientation par rapport à la base, et c'est une orientation, comme la flèche le montre, qui va être à gauche, dans le repère anatomique ici on est à gauche, en bas elle descend et vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle est légèrement remontée, et elle va vers l'avant, elle est en 3D. La forme, si on est assez précis de façon anatomique, ça correspond à une pyramide qui serait couchée sur un de ses côtés. Et ce petit schéma, le voici. On va reprendre ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire votre base du cœur. Donc ça, il faut imaginer que c'est votre cœur qui est situé ici, qui a globalement la forme, je viens de le dire, d'une pyramide,
avec la base qui est la surface grise qui est donc située derrière ici, on ne peut pas vraiment la voir. On place notre apex, comme je vous ai dit, cette partie-là qui correspond à cet endroit sur ce schéma. Vous avez la face pulmonaire qui est juste derrière également ici, qui est en arrière, qui est collée à votre poumon gauche, si on veut bien. Vous avez également la face diaphragmatique. Comme je l'ai dit, le cœur est posé sur votre diaphragme. Donc c'est la face qui serait juste ici. Et en fait, la face que l'on voit de votre cœur ici, ça correspond à la surface rouge représentée, qui est, si on veut bien, en avant des autres, qui correspond à la face sternocostale. C'est-à-dire qu'elle est collée à vos côtes et à votre sternum, comme je l'ai également dit tout à l'heure. Et on peut retenir que globalement, les cavités droites du cœur sont en avant de cavité gauche. Et on va s'intéresser vraiment au cœur. Alors, on va d'abord décrire un petit peu les structures internes de celui-ci. Alors, on va voir ce schéma qui va nous suivre dans cette partie de vidéo. Et ce schéma représente vraiment les structures importantes et celles qu'il faut connaître. Alors, on va décrire de façon assez générale le cœur et puis on va zoomer dans les prochaines diapos sur les parties de façon un petit peu plus précise. Alors, comme vous le savez, le cœur est un organe creux. Pourquoi? Parce qu'il est composé de cavités, notamment 4 cavités, qui sont mentionnées juste ici, avec donc les oreillettes, les ventricules. Oreillette, comment on peut retenir? C'est tout simplement la cavité qui va être supérieure par rapport au ventricule. Oreillette, oreille, donc au-dessus, et ventricule, ça ressemble au mot ventre, c'est plutôt inférieur. Donc ces cavités sont remplies généralement de sang en fonction du cycle cardiaque et on peut déjà également voir la distinction ici avec ces deux cercles verts qui font la distinction entre ce qu'on appelle le cœur droit juste ici et le cœur gauche ici. Et en fait, ces deux cœurs qui sont dans le cœur vont donc être connectés en série. Ils sont également dépendants anatomiquement l'un de l'autre, on peut le voir, ils sont collés. Mais par contre, point important, ils ne partagent pas directement le sang. Pourquoi? Parce que vous avez dans le cœur droit du sang qui est désoxygéné, présenté par les vaisseaux en bleu, et à gauche, vous avez les vaisseaux et les cavités qui contiennent du sang oxygéné en rouge. Ensuite, le cœur est entouré, et vous avez autour du cœur des gros vaisseaux sanguins qui vont constituer les entrées et les sorties du cœur. Les voici, il y en a un certain nombre, mais pour faire simple, vous avez votre retour de sang veineux issu de l'organisme, qui est rapporté pour la partie inférieure de l'organisme par la veine cave inférieure, et vous avez de même pour la partie supérieure qui est ramenée par la veine cave supérieure et qui vient se déposer dans votre oreillette droite. Ensuite, vous avez l'émission de votre sang, comme j'ai dit, désoxygéné du cœur droit, qui repart dans le tronc pulmonaire, puis ce tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires, une droite et une gauche. Voilà pour la partie un petit peu sang désoxygéné, donc le cœur droit, et puis le cœur gauche, vous avez votre apport de sang nouvellement oxygéné par les 4 veines pulmonaires, de droite, de gauche, dans les cavités du cœur gauche, et vont être rééjectées par ce circuit au niveau de l'aorte pour redistribuer ce sang nouvellement oxygéné à l'ensemble de l'organisme. Vous avez également la présence de 4 valves. Les voici avec donc en fait ces clapets anti-retour qui permettent d'orienter le flux sanguin et ils ont pour fonction d'empêcher le reflux sanguin, c'est-à-dire que le sang est dirigé dans un seul sens par contraction des différentes cavités et l'objectif c'est qu'il aille dans un seul sens et qu'il puisse être éjecté dans la bonne direction. Elles sont situées dans le muscle et vous avez 2 types de valves. On y reviendra avec, vous voyez bien, des formes un petit peu particulières et on va les décrire juste après.
Et enfin, on parlera également des parois musculaires cardiaques qui entourent les 4 cavités qu'on a vues, et les voici avec leur nom dont on va les décrire juste après. Maintenant, on va voir que le cœur est une double pompe. On l'a dit juste avant. Donc c'est quoi? C'est 2 pompes qui vont être accolées l'une à l'autre. Le cœur droit et le cœur gauche, dont on peut voir les particularités et la localisation de ces 2 éléments par les différents cercles. On peut retenir que ces 2 pompes, ces 2 cœurs, sont séparés par un septum, juste ici. Hop, je le montre, principalement ici, donc qui va être notamment une paroi musculaire étanche, l'objectif étant de ne pas mélanger les 2 types de sang. Concernant la partie droite du cœur, sa fonction, on l'a dit, mais on peut le repréciser, c'est de récupérer le sang désoxygéné et de le propulser vers les poumons. Concernant le cœur gauche, eh bien lui, c'est de récupérer le sang issu des poumons riches en oxygène et de le propulser vers les organes et les tissus de l'ensemble de l'organisme. Et enfin, on peut retenir bien sûr que ces 2 pompes ont un fonctionnement en synergie et en harmonie. On va s'intéresser maintenant aux ventricules. Et c'est quoi les ventricules? C'est les cavités inférieures du cœur qui sont situées juste ici. Le ventricule droit juste ici et le ventricule gauche juste ici. Alors, il faut savoir que les ventricules vont accueillir un volume sanguin qui va être maximal et en fait il va être identique pour les 2 ventricules. Ça, c'est un point à bien retenir, c'est-à-dire que vos ventricules vont accueillir un volume de sang identique. Mais il faut retenir qu'on a, bien sûr, comme toujours, des différences anatomiques entre ces 2 ventricules. On peut le voir sur ce schéma ici, des différences en termes de structure, mais on peut également, bien sûr, et on le voit mieux sur ce petit schéma ici, qui nous montre donc ici votre ventricule droit et ici votre ventricule gauche, et on va voir ensemble les différentes particularités. Alors concernant la partie gauche, donc qui est cette partie que j'entoure ici, c'est la cavité principale en fait de votre cœur. On voit que ça occupe un très grand espace qui est presque circulaire sur cette coupe. Il comprend votre septum, donc qui vient séparer votre cœur droit et votre cœur gauche. Donc le septum interventriculaire entre vos 2 ventricules, et puis vous avez au-dessus, j'en parle ici, mais le septum interatrial qui va être entre vos 2 oreillettes, qu'on appelle également des atriums. On y reviendra aussi. Et un point qu'il faut retenir, et en fait il s'explique de façon assez simple, c'est que votre ventricule gauche est 3 fois plus épais, notamment la paroi est 3 fois plus épaisse que celle du ventricule droit. Et en fait, pourquoi? Parce que votre ventricule gauche va devoir éjecter votre sang dans l'ensemble de l'organisme, à contrario de votre ventricule droit qui va l'éjecter dans la circulation pulmonaire seulement, on va le revoir. Donc vous avez une paroi qui va être plus épaisse pour induire une pression plus importante pour vraiment distribuer le sang dans l'ensemble de l'organisme. Et c'est pour ça que vous voyez la taille très importante de votre paroi juste ici par rapport à la cavité droite. Concernant le ventricule droit, donc il est à la face droite de votre ventricule gauche, il est juste ici, et votre ventricule droit va avoir plutôt une forme de croissant, situé en fait sur le côté de votre ventricule gauche qui, comme on l'a dit, avait une forme circulaire. Et quels sont les objectifs de ces ventricules? C'est l'éjection
du sang en dehors du cœur, donc soit dans la circulation pulmonaire pour la partie droite ou dans la circulation systémique qui correspond à l'ensemble de l'organisme pour la partie gauche. Et ces ventricules, si on va un petit peu dans leur structure, le sang va être en contact avec ces parois, et ces parois qui sont en contact avec le sang vont avoir ce qu'on appelle des anfractuosités, c'est-à-dire des petites cavernes. On peut bien le voir sur ce schéma ici. Par exemple, ceci, c'est une petite caverne, et il y a un certain nombre de muscles à l'intérieur qui vont permettre, quand il va y avoir la contraction musculaire, de bien éjecter l'ensemble de votre sang, notamment en dehors du cœur. On va voir maintenant les oreillettes ou les atriums, comme je l'ai dit, qui correspondent aux cavités supérieures du cœur, dont voici la position anatomique. Ce sont en fait des réservoirs, ces oreillettes, c'est-à-dire des cavités qui vont accueillir le sang, c'est-à-dire que votre sang va arriver par les gros vaisseaux sanguins qu'on a vus, qui vont venir déposer votre sang dans ces cavités, puis il va être transféré ce sang dans les ventricules, avec donc l'oreillette gauche et l'oreillette droite. En termes de structure, si on veut bien anatomique, on va avoir des oreillettes droite et gauche qui sont assez similaires. Vous allez avoir une paroi très fine comparée au ventricule, encore une fois liée en fait à la pression qui va devoir être générée pour éjecter votre sang, qui n'est pas très importante parce qu'on doit juste éjecter dans la cavité suivante, et c'est une paroi bien sûr qui est distensible. Et donc l'oreillette droite va recevoir la veine cave inférieure et supérieure, et l'oreillette gauche les 4 veines pulmonaires. Concernant maintenant les différentes valves cardiaques, dont voici la position dans votre cœur, on a la valve auriculo-ventriculaire gauche ici, la droite ici, la valve de l'aorte qui est un petit peu cachée ici, et la valve du tronc pulmonaire que l'on voit bien ici. Alors, on va faire une distinction entre les valves dites atrio-ventriculaires, donc qui vont séparer votre oreillette et votre ventricule, donc une pour la droite et une pour la gauche. Et vous avez également les valves sigmoïdes qui vont tout simplement séparer votre ventricule des gros vaisseaux sanguins qui partent et qui distribuent le sang à partir du cœur. Alors on va tout d'abord parler de la valve atrio-ventriculaire. Vous avez tout d'abord la valve dite tricuspide. La valve tricuspide, où est-ce qu'elle est située? Elle est située entre votre oreillette et votre ventricule droit. Et particularité, elle est composée de 3 cuspides, c'est-à-dire de 3 petites parties. On le verra sur un petit schéma juste après. Alors comment est-ce que l'on retient ceci? Eh bien, la valve tricuspide droit, on peut le retenir avec la présence du R. Donc ici, ce schéma est faux en fait, parce que la valve auriculo-ventriculaire est située dans le cœur droit. Donc ici c'est bien droit et ici c'est gauche. Voilà, petite erreur. Après vous avez la valve mitrale. Et la valve mitrale, eh bien, c'est tout simplement la valve qui va séparer votre atrium de votre ventricule. Et donc elle est située juste ici. Elle est située entre votre oreillette et votre ventricule gauche. Et mitrale, on peut penser à 2, et elle est donc composée de 2 cuspides. Voilà pour ces 2 valves atrio-ventriculaires. Tricuspide située à droite, on retient avec la position du R, et mitrale, eh bien, elle est située à gauche. Elle possède, ces 2 valves, un système d'accroche assez spécifique, on peut le voir comparé aux autres. Elles ont une espèce une structure qu'on va voir. Donc on peut voir qu'il y a une partie
qui est tout simplement composé d'un cordage tendineux qui part vraiment de vos cuspides, donc qui sont ces parties blanches ici. On peut voir que ce que je suis en train d'entourer, c'est vos cordages tendineux, qui sont en fait composés de collagène, structure assez fine mais très résistante. Et ça va avoir pour fonction d'avoir un ancrage de ces cuspides, donc de la partie un petit peu supérieure. Donc ces cordages vont avoir pour fonction de venir se fixer sur les muscles papillaires qui sont situés en fait juste ici, mentionnés là, muscles papillaires, qui sont tout simplement des piliers ou des muscles qui naissent des parois internes des ventricules. Comme on peut le voir, vous avez votre paroi de votre ventricule et vous avez la naissance par en fait des petits piliers qui sont des muscles papillaires qui viennent s'accrocher à vos cordages tendineux et ensuite vous avez vraiment votre cuspide. Et ces petits muscles papillaires, ce sont tout simplement des éléments composés de cardiomyocytes, c'est-à-dire de cellules cardiaques contractiles, mais on y reviendra. Et donc le rôle de ce système d'accroche un petit peu spécifique, c'est bien sûr de maintenir fermées les valves pendant la contraction ventriculaire. On reviendra sur ce petit fonctionnement juste après. Et c'est bien sûr d'assurer une étanchéité parfaite pour pas qu'il y ait de fuite de sang lors de la contraction de l'ensemble de cette structure. Ensuite, on va passer sur la deuxième partie de cette image avec les valves sigmoïdes. Et donc, comme je l'ai dit, ça sépare les ventricules des gros vaisseaux. Vous avez tout d'abord la valve aortique, comme son nom l'indique, qui est située sur l'axe de l'aorte, donc qui est située à gauche, ici, donc au niveau du cœur gauche, et ça fait le lien entre ventricule gauche et aorte. Et vous avez également la valve pulmonaire, comme son nom l'indique, qui est située sur l'axe de votre tronc pulmonaire, qui est juste ici et que l'on voit très bien sur ce schéma. Située entre ventricule droit et votre artère pulmonaire. Et on peut voir qu'effectivement elles ont une forme qui est assez proche, et donc une même forme pour ces deux valves, et donc ils sont composés de 3 cuspides chacune. Voilà, donc les sigmoïdes sont composés de 3 cuspides, et elles ont une forme assez caractérisable, qui est un petit peu en forme dite semi-lunaire, on va le voir sur une vue juste après, ou également en fait en forme de croissant. Alors sur cette vue, où on a coupé notre cœur à ce niveau-là, au niveau de votre axe de ces 4 valves, parce qu'il faut savoir que les 4 valves sont situées sur le même plan, comme on peut le voir, et je viens de le dire, les valves sigmoïdes, donc qui sont la valve de l'aorte et la valve du tronc pulmonaire, situées ici et ici, sont bien composées de 3 cuspides. On voit 3 petites parties séparées anatomiquement, qui composent cette valve, et on voit ces petits croissants, et ces cuspides semi-lunaires. Et pour en revenir à vos deux valves ici, atrioventriculaires, on voit qu'elles ont une forme un peu différente de ces deux valves sigmoïdes, avec respectivement votre valve tricuspide. Tricuspide, ça veut dire également 3, donc vous avez bien 3 cuspides, et mitrales, vous n'avez que 2. Ce sont bien structures qu'on peut différencier anatomiquement, et on peut retenir de façon anatomique que votre partie pulmonaire est plus en avant que votre partie aortique, représentée juste ici. Et c'est ce qu'on peut voir ici au niveau, si on coupe au niveau de votre plan, juste ici, de vos valves, que la partie pulmonaire est en avant de la partie aortique sur cette coupe. Et maintenant, on va voir un petit peu le fonctionnement de ces différentes valves. Alors, vous avez donc un statut où votre valve cardiaque va être dite ouverte et un statut où votre valve va être dite fermée. Alors, je vais prendre un petit peu ce petit schéma pour vous illustrer tout cela. Donc, quand vous avez une ouverture de votre valve, en fait, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle s'ouvre? Parce que vous avez l'existence, en fait, d'une pression différente entre ces deux cavités.
cardiaque. Vous avez par exemple du sang qui arrive ici, donc votre pression de cette cavité présente ici va augmenter par rapport à cette cavité située juste en dessous, où vous n'avez pas de sang, donc la pression est inférieure. Et donc vous avez l'apparition d'un gradient de pression, c'est-à-dire d'une différence de pression. Et vous le savez, c'est une notion importante en physique, vous avez toujours les pressions élevées qui vont vers les pressions basses. Et donc la pression élevée de cette cavité va en direction de cette cavité avec une pression inférieure, ce qui a pour effet d'ouvrir en fait votre valve qui est située ici, hein, qui est d'ailleurs, comme on l'a vu, une structure qui ressemble à une valve atrioventriculaire, et vous avez le passage de votre sang. Et bien sûr, passage du sang dans une seule direction seulement, c'est-à-dire le sens de cette flèche. Et c'est jusqu'à une certaine équilibration des pressions, on va le voir. Maintenant, concernant la fermeture, eh bien, la fermeture de cette valve se fait quand vous avez des pressions qui s'inversent, c'est-à-dire une fois que l'ensemble du sang qui était présent dans cette cavité se retrouve dans cette cavité, le sang va vouloir faire un retour, c'est-à-dire que là, vous avez une pression supérieure à cette cavité ici, donc physiquement, vous avez le sang qui est ici une pression plus importante, ce qui va aller en direction d'une pression moins importante, sauf que votre valve a une forme particulière, et lors du passage du sang, comme on peut le voir sur ce petit schéma, qui va vouloir remonter, il va tout simplement être bloqué par comme on avait dit, ces clapets anti-retour, et le sang va venir se bloquer et fermer votre valve. Parce que les pressions se sont inversées, mais la valve est conçue pour que le sang n'aille que dans un seul sens. Et bien sûr, c'est des valves qui sont étanches, comme on peut le voir. Vous avez une fermeture assez propre et assez nette qui empêche le reflux sanguin. Et bien sûr, ça permet au système circulatoire d'être monodirectionnel, c'est-à-dire que votre sang va toujours dans la même direction, de façon à ce qu'il puisse circuler et avoir ses différentes fonctions au sein de l'organisme. Maintenant, on va voir un petit peu voilà, comment ça marche au niveau du cycle cardiaque de façon assez générale, avec ici les valves atrioventriculaires et sigmoïdes, hein, comme on peut bien sûr le repérer avec les différentes formes. Alors juste en termes de vocabulaire que je vous donne maintenant pour bien comprendre ce que je vais dire, quand on parle de diastole, c'est-à-dire que vous avez un relâchement au niveau de votre cavité, relaxation de vos cellules musculaires de la paroi cardiaque. Quand vous avez une systole, c'est une contraction des cellules cardiaques qui vont venir comprimer la cavité et expulser le sang. Par cette partie-là du schéma, et on va prendre déjà l'élément où est-ce qu'on va avoir une ouverture des valves, notamment mitrale et tricuspide, hein, qui sont atrioventriculaires, comme on peut le voir ici. Vous avez donc une ouverture avec un petit zoom au niveau de ce schéma, où vous avez encore une fois une représentation des éléments dont je vous ai parlé, avec le cuspide, vraiment la partie supérieure, votre cordage tendineux qui fait le lien entre ce cuspide et votre muscle papillaire. Donc, vous allez avoir une ouverture des valves pendant la diastole, c'est-à-dire le relâchement de vos ventricules. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir progressivement une augmentation de la pression, notamment de la pression des oreillettes, qui va être supérieure à la pression de vos ventricules, hein, dû au remplissage de vos différentes cavités. Ici, les deux oreillettes par arrivée de votre sang. Et vous allez donc avoir une pression qui va être exercée sur les valves et qui vont donc les ouvrir de façon passive. Et elles pendent dans la cavité ventriculaire par passage du sang. Et vous avez un écoulement passif du sang des ventricules, hein, au niveau des ventricules, hein, qui se remplissent. Ensuite, si vous avez sur cette deuxième partie de ce schéma une systole ventriculaire, donc une contraction de vos ventricules, vous allez donc avoir tout simplement une fermeture passive des valves. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez une variation de pression, notamment la pression intraventriculaire qui va augmenter par contraction de la paroi, et votre pression de l'oreillette va être inférieure à celle de vos ventricules,
et le sang va vouloir passer du ventricule à l'oreillette. Mais grâce à la forme et au fonctionnement de votre valve, qui est un clapet en tire-tour, le sang va venir pousser sur cette valve et les cuspides, hein, représentés ici, vont contenir le sang et vont bien fermer normalement et de façon étanche votre cavité. Et il y a également le maintien des cuspides en position fermée grâce à la contraction de vos piliers, en fait, hein, de vos muscles papillaires, en même temps que le reste du myocarde ventriculaire. Et vous avez une contraction de ces cellules, c'est-à-dire qu'elles vont légèrement se raccourcir, ce qui va pour conséquence de tirer sur votre cordage et également tirer sur vos cuspides de façon à aller dans le sens opposé du mouvement de pression naturellement présent. Voilà pour la valve atrioventriculaire, un petit peu son placement dans le cycle cardiaque, notamment au niveau des contractions ventriculaires ou du relâchement. Et on va maintenant voir un petit peu également concernant les valves sigmoïdes, hein, donc la valve aortique et la valve pulmonaire. Donc la fermeture des valves se fait tout simplement en diastole ventriculaire. Pourquoi? Parce que vous avez une diminution. Par exemple, si on prend le cas ici, vous avez une diminution de votre pression ventriculaire parce que effectivement votre sang a été éjecté juste avant. Donc le sang est présent ici et donc vous avez une pression ventriculaire qui va être inférieure à votre pression de vos différentes artères. Et donc effectivement le sang va avoir tendance à refluer au niveau donc des artères pour aller au niveau des ventricules et tout simplement va venir se stocker en fait tout simplement et ça va fermer vos cuspides et votre valve. Et l'ouverture passive des valves, c'est quand vous avez effectivement votre contraction et votre systole ventriculaire, ce qui va augmenter votre pression ventriculaire par rapport à votre pression artérielle. Et donc le sang est bien chassé, expulsé, car effectivement le clapet en tire-tour est dans le sens, hein, et dans le bon sens du sang, comme on peut le voir ici. Circulation du sang, ouverture de vos valves par écartement de vos cuspides, et vous avez simplement des cuspides qui vont être écrasés, aplatis contre les parois par la poussée du sang. Et donc voilà, vous avez une ouverture passive de ces valves. Pour continuer sur l'anatomie, on va voir maintenant la circulation coronaire. Alors qu'est-ce que la circulation coronaire? C'est tout simplement une circulation vasculaire qui va être dédiée au cœur et on va en parler maintenant. Alors, pourquoi déjà il y a cette circulation? Tout simplement parce qu'elle est nécessaire chez l'adulte, c'est-à-dire que en fait, le sang qui est présent dans les différentes cavités cardiaques que l'on a vues, en fait, ne peut pas diffuser à travers la paroi, notamment par la structure, on va y revenir juste après, de l'endocarde, donc la structure la plus interne en termes de tissu au niveau cardiaque. Effectivement, cet endocarde est dit imperméable et donc vous ne pouvez pas avoir le passage d'éléments nutritifs pour la paroi cardiaque. Donc c'est une diffusion qui est impossible, mais on peut retenir qu'elle est possible quand même chez l'embryon. Ensuite, il faut savoir que c'est un réseau de distribution assez complexe, on va le voir juste après, mais voilà, on a une organisation assez particulière et on peut retenir qu'il y a deux sillons principaux. Il y a un sillon coronaire et un sillon interventriculaire que je vais montrer. Donc le sillon interventriculaire, vous en avez un ici, et en fait, il y en a également un autre qui est présent en postérieur, et en fait qui est, on va dire, un prolongement un petit peu en surface de la séparation entre votre ventricule ici gauche et votre ventricule droit qui vient passer en fait juste devant, ici on est en vue postérieure, qui vient juste passer devant votre ventricule gauche, hein, parce qu'on l'a vu, les cavités droites sont en avant des cavités gauches, et au niveau, donc là c'est niveau ventriculaire, et au niveau des atriums, c'est bien le cas. Vous avez le retour ici par les deux, par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure ici, au niveau de votre atrium droit, et ici vous avez la réception par les quatre
veine pulmonaire, et ça correspond à cette structure ici, hein, donc qui vient en fait se jeter dans votre atrium gauche. Donc vous avez bien également l'atrium droit qui est en avant du gauche. Et le deuxième sillon, c'est le sillon coronaire qui est présent ici et en fait qui vient se prolonger, hein. Si on vient, là on est en vue antérieure, donc on regarde le cœur, on va dire par l'avant et ici par l'arrière. Si on vient, hop, on pivote le cœur et on regarde en arrière, hein, on vient prolonger ici. On arrive à ce niveau-là, hein. Ici on est bien à droite et on revient bien à droite ici en position anatomique et ça représente voilà cette structure ici. Il faut savoir que la circulation artérielle est intermittente, c'est le seul cas dans l'organisme où vous avez une circulation artérielle qui est dite intermittente. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, votre cœur va être perfusé que en diastole, c'est-à-dire quand vos parois vont être en état relâché, parce que quand elles vont être en état, on va dire contracté, vous allez avoir en fait une compression et vos vaisseaux coronariens vont être comprimés et le sang ne va pas pouvoir circuler en systole. Et donc c'est bien perfusé en diastole où vous allez avoir des vaisseaux coronaires ouverts et bien fonctionnels. On peut également introduire une petite notion pathologique, notamment qu'on entend beaucoup, c'est l'infarctus du myocarde, qui lui en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une occlusion d'une artère, hein. Comme on peut le voir sur le schéma, on peut avoir une occlusion d'une petite artère et comme vous le savez, si on vient occlure une artère, on va d'abord avoir un stade d'ischémie, c'est-à-dire on va avoir un manque progressif d'oxygène, mais le fonctionnement peut encore se faire, c'est réversible. Et ensuite, on a un stade de nécrose où on a vraiment une perte des propriétés cellulaires et une atteinte du tissu irréversible qu'on appelle la nécrose. Et puis le cœur ne se régénère pas, les cellules cardiaques ne se régénèrent pas. Et après, vous allez avoir tout un phénomène de fibrose, de remplacement de ces cellules, et vous pouvez avoir des troubles assez majeurs, et ça peut entraîner la mort. Et on va voir plus en détail la partie artérielle de la circulation coronaire. Alors on va reprendre ce schéma qui nous montre bien la vascularisation, et la partie artérielle a une naissance au niveau de ce qu'on appelle un ostia coronaire, droit et gauche, et ces ostias en fait se situent juste après votre valve aortique au niveau de votre aorte ascendante, donc cette partie-là de l'aorte, la partie, comme son nom l'indique, ascendante, donc la partie qui monte en termes de circulation. Et vous avez les ostias coronaires, donc le droit ici et le gauche qu'on ne peut pas voir, mais qui est juste derrière cette structure. Et il faut savoir que la partie artérielle, donc on a une irrigation de l'épicarde vers l'endocarde. Donc c'est-à-dire que on a donc la naissance des artères au niveau de l'aorte ascendante. Et en fait, les plus grosses artères sont situées à la surface du cœur, donc sur ce qu'on appelle le versant épicardique, donc la couche de tissu qui est la plus superficielle, si on veut bien, du cœur. Et après, ces gros vaisseaux vont plonger dans les tissus pour aller progressivement traverser la partie musculaire, le myocarde, et arriver au niveau de l'endocarde, car comme on l'a vu, voilà, l'endocarde est une structure imperméable et il faut donc alimenter les structures qui sont derrière cette paroi pour qu'elles puissent fonctionner correctement. Et donc les plus petits vaisseaux se situent à ce niveau-là. Et donc la fonction, bien sûr, c'est d'apporter un sang riche en oxygène du cœur, en fait, jusqu'à la paroi cardiaque, en fait, tout simplement. Et si on regarde un petit peu de façon anatomique la partie artérielle, donc ce qui concerne les artères coronaires, donc comme je l'ai dit, il y a les ostias coronaires droit et gauche, et on va commencer avec la coronaire droite qui part de l'ostia droit, tout simplement. Donc cette artère coronaire droite va en fait suivre le sillon coronaire qu'on a vu. Donc il va aller alimenter une certaine partie en fait du cœur, notamment le ventricule droit, car effectivement c'est l'artère coronaire droite, donc elle est sur la partie droite du cœur. Et donc là c'est une vue antérieure du cœur. Si on va sur la vue postérieure, donc ici on quitte à droite et on retrouve à droite, de façon à se rappeler de la position anatomique, on retrouve cette artère coronaire droite juste ici qui poursuit
dans le sillon coronaire et qui va aller dans le sillon interventriculaire postérieur et qui va notamment pouvoir perfuser, distribuer les différents éléments à la paroi postérieure du ventricule gauche qui se situe ici. Et donc, globalement, cette artère coronaire droite a une forme de C. Et puis ensuite, on a donc l'artère coronaire gauche, également le tronc commun. À la naissance de votre ostia, le tronc commun de l'artère coronaire gauche. Et ensuite, vous avez une division en deux artères. Tout d'abord, une branche interventriculaire antérieure qui, comme son nom l'indique, eh bien, est située dans le sillon interventriculaire antérieur, tout simplement. Et vous avez la deuxième, on va dire, division qui s'appelle la branche circonflexe de votre coronaire gauche, qui quitte à gauche, donc on retrouve à gauche ici, qui poursuit dans le sillon coronaire en vue postérieure et qui va donc venir perfuser cette partie-là. Il faut savoir que votre artère interventriculaire antérieure, située ici en rouge, va vasculariser en fait le sillon interventriculaire antérieur, bien évidemment, car vous avez effectivement un septum ici qui va venir séparer les différents ventricules. Il va également vasculariser la pointe du ventricule gauche, la pointe du cœur, et bien sûr la paroi antérieure du ventricule gauche, voilà, qui est assez majeure. Et votre artère circonflexe, elle part de façon latérale à votre cœur et donc elle va s'occuper de la vascularisation latérale du ventricule gauche. Et on va donc voir la partie veineuse. Alors la partie veineuse, tout simplement, c'est le transport du sang qui a été appauvri par le myocarde, donc la partie musculaire de votre cœur, et donc qui va rejeter les différents déchets, et puis également du sang qui est appauvri en oxygène, et il va le ramener jusqu'à votre oreillette droite directement. Mais on va revenir sur cette petite particularité, et comment ça se passe en termes, si on veut bien, anatomiques au niveau de vos veines coronaires, eh bien vous allez avoir un regroupement progressif des veines du cœur qui vont aboutir effectivement au sinus coronaire. Donc il faut savoir que cette circulation veineuse, elle est parallèle à la circulation artérielle, comme en fait tous les autres organes. Et comme je l'ai dit, vous avez un retour veineux par le sinus coronaire que je vais vous montrer, donc qui est présent au niveau de la paroi extérieure du cœur et notamment en vue postérieure du cœur, qui est présent ici. Votre sinus coronaire, c'est cette grosse structure située juste ici, et donc en fait il entre dans l'épicarde, donc la structure la plus externe, pour aller vers l'endocarde, donc à l'intérieur de votre cœur, pour faire simple, et il va venir s'aboucher directement au niveau de votre oreillette droite, qui est présente juste ici, où on voit très bien la cavité à l'intérieur, avec votre veine cave inférieure juste ici et supérieure ici. Et donc cette structure, donc le sinus coronaire, va donc se jeter directement dans cette oreillette. Et donc la particularité, c'est qu'il n'y a pas de passage du sang veineux par les veines caves. Voilà la particularité pour ce sinus coronaire. Et en fait, ce sinus coronaire, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simplement le regroupement de vos différentes veines qui vont fusionner à la surface du cœur et qui vont venir s'aboucher pour former des veines de plus en plus grosses et aboutir au sinus coronaire. Je vais donc détailler avec vous un petit peu l'anatomie des veines, même si c'est un petit peu moins important que les artères, parce que les artères ont notamment une physiopathologie qui entre en jeu dans l'infarctus du myocarde. Les veines, c'est un peu moins marqué. Alors, tout simplement, vous avez, pour faire simple, votre sinus coronaire en termes veineux, et puis vous avez 3 veines cardiaques. Vous avez notamment la grande veine cardiaque qui est présente en vue antérieure, qui repasse, donc qui est dans le sillon interventriculaire antérieur, qui repart en vue postérieure, sillon coronaire, et qui vient se jeter dans le sinus. Ensuite, vous avez la veine cardiaque moyenne qui est juste ici, qui elle est présente dans le sillon interventriculaire postérieur, puis se jette dans votre sinus. Et pour finir, vous avez la petite veine cardiaque qu'on voit très légèrement ici en vue antérieure
et qui vient se jeter, donc qui est présente dans le sillon coronaire et qui vient se jeter dans votre sinus. Voilà pour la partie veineuse. Et pour finir, on va voir la circulation sanguine. Alors, on va voir la circulation sanguine de façon assez générale et puis les termes qui s'y rapportent également. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'au niveau de la circulation sanguine chez l'homme, vous avez en fait deux voies de circulation, hein, on l'a déjà abordé et je pense que vous le savez, mais on a donc au niveau de la partie supérieure de ce schéma la circulation pulmonaire, où l'objectif c'est de ramener du sang veineux, donc qui est pauvre en oxygène, pour le réoxygéner en sang artériel. Et la deuxième circulation, c'est la circulation dite systémique, et en fait c'est la circulation du corps, en fait, hors la circulation pulmonaire. Donc tout le reste qui va à tous les organes et à tous les tissus de l'organisme. Et cette circulation systémique, c'est d'apporter des éléments nutritifs, de l'oxygène à vos tissus et de ramener tout ça par du sang veineux au niveau de vos veines caves. Et voilà, je le reprécise, mais on a donc du sang veineux qui est pauvre en oxygène, du sang artériel, lui qui est riche en oxygène. D'abord, on va voir la circulation systémique, hein, qu'on appelle également la grande circulation, et c'est la partie que j'encadre, hein, qui est la partie inférieure de ce schéma. Alors il faut savoir que la circulation systémique, ça comprend le sang du ventricule gauche, donc qui a pour fonction d'éjecter du sang oxygéné dans l'ensemble de l'organisme, et ce sang va donc aller dans tous les organes, tous les tissus, va se transformer, si on veut bien, en sang veineux qui va être amené jusqu'à votre oreillette droite par les veines caves notamment. En termes de circuit, vous allez donc avoir les artères qui vont être vraiment des gros troncs, qui vont être des vaisseaux assez importants artériels. Puis vous allez avoir des vaisseaux un peu plus petits qu'on appelle des artérioles avec du sang oxygéné. Ensuite, vous allez avoir l'interface, si on veut bien, entre vos artères et vos veines, qu'on appelle les capillaires, qui ont pour rôle de faire des échanges. Mais on y reviendra dans les prochaines vidéos. Et ensuite, vous avez une récupération du sang après les capillaires par des vénules, qui sont des petites veines. Puis les veines vont, si on veut bien, se regrouper, devenir de plus en plus grosses, et ça va donc former des veines jusqu'aux veines caves. Et là, c'est du sang désoxygéné. Et cette circulation systémique, et ça il faut bien comprendre et faire attention de ne pas se tromper sur ce point, elle contient ce qu'on appelle les artères bronchiques. En fait, qu'est-ce que c'est que les artères bronchiques? C'est les artères qui vont venir nourrir vos poumons. Et il faut bien faire attention que ce ne sont pas les artères pulmonaires qui, elles, sont dans la circulation pulmonaire, on va y revenir, mais les artères bronchiques, c'est bien sûr des vaisseaux qui vont apporter des éléments nutritifs et notamment du sang oxygéné, à contrario de vos artères pulmonaires qui, elles, sont des artères, on va dire, plus pour le fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles vont apporter le sang qui va devoir être réoxygéné et qui ne va pas venir nourrir vos poumons. Donc bien faire attention à cette petite subtilité en termes de vocabulaire. Et on va passer sur la circulation pulmonaire, qu'on appelle également simplement la petite circulation, donc la partie supérieure de ce schéma. Et je pense que vous l'avez compris, ça va englober tout le sang qui est du ventricule droit, donc qui va éjecter ce sang dans les artères pulmonaires, notamment le tronc pulmonaire, puis vos deux artères pulmonaires, droite et gauche, et ce sang qui est nouvellement réoxygéné par les poumons va être ramené au niveau de votre oreillette gauche, qui va avoir pour fonction de réceptionner ce sang par les 4 veines pulmonaires. En termes de circulation, donc artère pulmonaire, on fait bien attention, le nom est une artère, mais c'est du sang désoxygéné. Vous avez vos capillaires au niveau des alvéoles qui font l'interface entre votre sang et les gaz présents dans le poumon, qui est l'air. Et voilà, réception par des vénules, puis par la veine pulmonaire, sang oxygéné, attention également. Petit point sur lequel il faut vraiment faire attention, comme je l'ai dit, c'est que
au niveau des termes quand on est dans la circulation pulmonaire et quand vous allez avoir par exemple un terme suivi de pulmonaire, il faut bien faire attention. Ça veut dire que une petite particularité. On va prendre l'exemple des artères pulmonaires. Elles contiennent bien du sang pauvre en oxygène et les veines, elles, contiennent du sang riche en oxygène. C'est exactement l'opposé du fonctionnement de la circulation systémique. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme d'artère ou de veine, c'est pas en fonction du sang qu'elles vont contenir, mais c'est défini par rapport si ça constitue une entrée ou une sortie au niveau de votre cœur. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner les entrées au niveau de votre cœur, c'est ce qu'on appelle des veines. Les veines cave qui ramène le sang, la circulation systémique, donc ça constitue des entrées à votre cœur, entrées de sang. Pareil pour les veines pulmonaires, ça rapporte le sang des poumons qui a été réoxygéné. Et au niveau des sorties du cœur, c'est ce qu'on appelle des artères. Voilà, faut bien faire attention aux termes, j'insiste dessus, parce qu'effectivement, elles vont repartir du cœur. Notamment, la principale, c'est l'aorte pour la circulation systémique et les artères pulmonaires pour la partie de la circulation pulmonaire. Donc, faire bien attention à cela. Et il y a 3 grandes fonctions de cette petite circulation. Tout d'abord, l'hématose. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réoxygénation de votre sang veineux qui va donc être réoxygéné en sang artériel. Donc, c'est la fonction principale. Également, un rôle de filtre. Tout simplement, ça va venir épurer le sang veineux pour éviter qu'il y ait des impuretés qui arrivent au niveau de votre cœur gauche. Et également une fonction qui est un petit peu endocrinienne, c'est la sécrétion et l'activation de substances. On peut citer par exemple le surfactant pulmonaire. On y reviendra, mais ça permet la lubrification des alvéoles. Et puis également au niveau endocrinologique, l'activation de l'enzyme de conversion d'angiotensine, mais peu importe, voilà, mais on peut retenir quand même un certain nombre de fonctions assez spécifiques. Et bien tout simplement, on va faire la comparaison des 2 circulations. Alors on va le faire effectivement en termes de ressemblance à gauche et en termes de différence à droite. Alors tout d'abord, quelque chose d'important, on en a déjà parlé quand on avait parlé des ventricules, mais vous avez tout simplement le même débit entre vos 2 circulations, et ça il faut bien le retenir, c'est-à-dire que vous avez la même quantité de sang qui est éjectée par les 2 ventricules. Donc le débit est le même entre les 2 ventricules, ça à bien retenir. Et puis également quelque chose qui, si on veut bien, qui en découle, mais qui est lié aussi à ce débit, c'est la fréquence cardiaque, qui est bien sûr très logiquement identique entre vos deux éléments, lié notamment au fait qu'il y ait une dépolarisation simultanée des différents, du cœur droit et du cœur gauche. On y reviendra avec notamment le système conductif, mais voilà. Même débit, même fréquence cardiaque, ça paraît normal. L'objectif, c'est qu'il y ait un équilibre. En termes de différence, très logiquement aussi, vous avez dans la circulation systémique un système dit à haute pression, parce que l'objectif, c'est d'aller perfuser absolument tout l'organisme. Donc, il faut qu'il y ait vraiment une pression suffisante. Et la pression, qu'est-ce que c'est? C'est la force qui est exercée sur les vaisseaux par le sang. Et donc, voilà, l'objectif, par exemple, c'est d'aller perfuser la dernière cellule qui est la plus loin, par exemple, au bout de votre doigt ou au bout de votre pied. Et donc, voilà, il faut envoyer une certaine pression pour aller vraiment perfuser l'ensemble de ces cellules. Et puis, par exemple, aller perfuser les cellules qui sont au niveau très proche de votre endocarde, par exemple, où vous allez vraiment avoir les petites artères coronaires qui vont aller alimenter ces cellules, etc. Mais à bien retenir, et puis la circulation pulmonaire, c'est un système à basse pression. Vous avez, on va dire, un circuit quand même un peu plus petit. Et voilà, ça ne nécessite pas une pression aussi importante que la circulation systémique, où il faut avoir un système à haute pression. Et une autre différence vraiment majeure, c'est également les résistances vasculaires, c'est-à-dire en fait les forces qui vont s'opposer à la circulation de votre sang dans les vaisseaux. Et il faut savoir qu'elle est 5 fois plus importante dans la circulation systémique que pulmonaire, également très simplement, parce que ça dépend du nombre de vaisseaux. Ça, c'est la biophysique qui nous l'apporte en termes de connaissances. Et effectivement, bien, vous avez un réseau un petit peu, tout simplement pour faire simple, qui est plus long en systémique.
Donc le sang, si on veut bien, va perdre voilà, en pression liée à ces résistances notamment. Et en circulation pulmonaire, eh bien, vu que c'est un circuit plus petit, les résistances sont moins importantes et vous avez notamment moins de vaisseaux. Et il faut bien retenir ces différences en termes de pression et de résistance vasculaire. Et pour finir, voilà, en termes d'ouvrages que j'ai utilisé notamment cet ouvrage-là, Anatomie et physiologie humaine, 11e édition. Et voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, c'est une vidéo qui vous donnera vraiment les grandes bases pour comprendre un certain nombre de choses, en physiologie notamment, mais pas que. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, de nombreuses vidéos vont arriver avec beaucoup de contenu. N'hésitez pas également à partager la chaîne, ça permet de découvrir. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord qui sera présent en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.